En 2019, le syndrome d'apnée du sommeil est devenu une cause nationale, au moins sur le plan médical. Presque 1 million de personnes sont aujourd'hui appareillées pour le syndrome d'apnée du sommeil en France. Aujourd'hui, c'est une pathologie qui est totalement transdisciplinaire. Alors, les cardiologues s'intéressent de plus en plus au syndrome d'apnée du sommeil car il tend à être considéré comme un facteur de risque cardiovasculaire. Il y a une augmentation du risque d'infarctus et d'AVC chez les patients qui ont un syndrome d'apnée du sommeil qui est ignoré. On a le syndrome d'apnée du sommeil obstructif qui est le plus courant. Après, on a une autre pathologie spécifique. Dans l'insuffisance cardiaque, il y a un risque de syndrome d'apnée du sommeil central. Donc ça, c'est un traitement complètement différent et c'est des patients qu'on suit déjà par avance. Du côté ORL, en fait, la plupart sur les symptômes en fait qu'on a, c'est surtout en fait des gens qui viennent parce qu'ils ronflent. En général, c'est accompagné d'apnée, ils le savent pas vraiment, ou bien il y a une plainte du conjoint qui remarque que lorsqu'il y a des ronflements, il y a des pauses. Alors les symptômes les plus fréquents chez l'enfant, essentiellement les ronflements, les sueurs nocturnes, la fatigue matinale. On peut retrouver aussi l'énurésie, l'enfant qui fait pipi au lit. On peut retrouver des troubles du comportement, des troubles de la concentration, des troubles alimentaires également avec soit des enfants qui ont un retard de croissance, soit chez l'enfant plus grand, on peut retrouver parfois une obésité avec un surpoids qui peut aggraver le syndrome d'apnée du sommeil. On peut le diagnostiquer ou le suspecter de façon indirecte chez un patient qui est hypertendu, mal équilibré sous traitement, avec notamment une hypertension qui prédomine la nuit. Après, on peut le diagnostiquer chez des patients qui ont des troubles du rythme cardiaque, type troubles du rythme arythmique. Ensuite, il arrive parfois qu'on le diagnostique chez des patients qui ont des dilatations de l'aorte, des anévrismes, soit de l'aorte thoracique, soit de l'aorte abdominale. La somnolence, la fatigue, les troubles de la libido sont aussi à rechercher. Le fait de se lever plusieurs fois la nuit pour aller uriner, ça rentre aussi dans les signes qui peuvent nous faire suspecter un syndrome d'apnée du sommeil. On demande un dépistage en fait avec un enregistrement, une polysomnographie, et c'est en fonction des résultats de la polysomnographie, des niveaux. Il nous faut systématiquement à nous niveau RL7 polysomnographie pour pouvoir avoir une prise en charge. Elle nous permet de nous dire s'il y a un côté obstructif ou pas, si c'est central sinon. Et sur ce côté obstructif, en fonction du seuil, on peut être amené à faire une endoscopie sous sommeil induit. Nous avons mis en place un protocole d'anesthésie spécifique lié à l'endoscopie du sommeil qui permet de monitorer notamment la profondeur du sommeil du patient pour ne pas se retrouver en phase d'anesthésie générale totale et pas à la fois avec un patient trop réveillé, donc qui n'aurait pas un sommeil physiologique. Nous avons une seringue intelligente qui permettra d'avoir un dosage optimal du propofol qui sera injecté par voie veineuse. Un appareil qui permet de monitorer, qui sera situé sur le front et qui enregistrera une activité de ce qu'on appelle de BIS, donc à double avantage. Enregistrer l'activité cérébrale et ensuite la durée des pauses respiratoires. Pendant cet intervalle, le chirurgien peut faire sa nasofibroscopie et de rechercher la cause fonctionnelle ou organique de ce syndrome d'apnée du sommeil. Lorsque l'on a besoin de compléter les explorations, nous avons la possibilité de faire des enregistrements plus complets avec des capteurs neurophysiologiques, d'électroencéphalogrammes notamment, qui nous permettent d'avoir le retentissement sur le rythme du sommeil, sur les cycles du sommeil. Ces examens, eux, se pratiquent la plupart du temps en hospitalisation. C'est une activité qui va d'ailleurs se développer très rapidement à la clinique Rive-Gauche. On va d'abord faire un bilan pour évaluer le retentissement. Le bilan est d'abord clinique, c'est-à-dire qu'on va interroger les parents et l'enfant sur la qualité de sommeil, sur les ronflements, sur les sueurs, sur l'attitude, le comportement, la qualité de concentration. Avec ça, on va essayer de définir s'il y a une probabilité de syndrome obstructif d'apnée du sommeil. Et puis, on va pouvoir proposer un enregistrement polygraphique pour essayer d'évaluer le nombre d'apnées, le retentissement sur l'oxygène dans le sang et éventuellement le ronflement. Le tout est de proposer le bon traitement au bon patient. Donc il ne se considère pas forcément comme symptomatique. On a l'appareillage par PPC, par un système de masque qui va envoyer une pression dans les voies aériennes respiratoires. Pour les patients qui ont des apnées centrales secondaires à une insuffisance cardiaque, l'appareillage est à peu près identique, mis à part que la machine est plus comme une assistance respiratoire. Contrairement à ce que l'on pense habituellement, le traitement
du syndrome d'apnée du sommeil par ventilation, par pression positive continue, est excessivement bien supporté par les patients. Alors, chez l'enfant, dans la mesure où on a un seul ou presque diagnostic, enfin on a surtout des facteurs obstructifs, il est essentiellement lié, quand il y a une hypertrophie amygdalienne, donc à la chirurgie. On peut aussi, dans certains cas, mettre en place un appareillage pour respirer la nuit, type PPC. On fait un bilan maxillofacial et un suivi maxillofacial chez tous ces petits qu'on est obligé d'appareiller. Outre la PPC, qui est le traitement de première intention, c'est aussi l'orthèse d'avancée mandibulaire. Alors, il s'agit simplement d'un appareillage endobuccal qui se cale sur les dents, qui a appui dento-dentaire et qui permet de réaliser l'avancée de la mandibule afin de dégager la voie aérienne supérieure. Il faut savoir que l'orthèse d'avancée mandibulaire procure en tout cas une amélioration des symptômes liés à l'apnée du sommeil qui sont estimés à environ 70%. Très rapidement, lorsqu'on est traité pour le syndrome d'apnée du sommeil, les symptômes disparaissent, parfois du jour au lendemain, et on retrouve une qualité de vie bien meilleure.